D'abord, Maryline a raison, c'est la priorité absolue. La priorité absolue de notre pays, c'est que nous puissions avoir un travail pour chacun. Et je pense que cet objectif est parfaitement atteignable. L'Allemagne l'a atteint, la Grande-Bretagne l'a atteint, l'Italie s'en rapproche. Je ne vois pas pourquoi la France, depuis 30 ans, se résignerait à avoir un jeune sur 4 au chômage, un jeune non diplômé sur 2 qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Alors ça suppose simplement de prendre des décisions devant lesquelles nous avons reculé depuis longtemps et d'imaginer un monde du travail et un monde de l'éducation totalement différent de celui sur lequel nous vivons depuis 30 ans. Il y a des décisions immédiates à prendre, qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent pas 1 euro d'argent public, et qui permettront immédiatement de relancer l'emploi. Je pense à toutes les décisions pour simplifier la vie des PME. J'en donne juste une, relever le seuil des 50 salariés à 200 ou 250. C'est un moyen pour des dizaines de milliers de PME d'embaucher en CDI des salariés qu'aujourd'hui elles embauchent en intérim. En se disant, avec l'intérim, je ne franchis pas le seuil des 50 salariés, je ne me mets pas sur le dos des obligations administratives trop lourdes, et donc je préfère embaucher en intérim. Relever les seuils, c'est l'assurance, parmi 10 autres décisions qu'on peut prendre pour les PME, d'embaucher plus facilement des jeunes de manière rapide. Deuxième chose, je pense qu'il est impératif de modifier le code du travail et de modifier le contrat de travail qui est aujourd'hui à disposition des chefs d'entreprise. La loi El Khomri, de ce point de vue-là, la première version était bonne. L'idée d'avoir un CDI plus souple est une excellente idée. Et ce n'est pas de la précarité, c'est simplement du bon sens et du pragmatisme. Une entreprise qui aujourd'hui a 10, 20, 30 salariés, pourquoi est-ce qu'elle hésite à embaucher ? Tout simplement parce qu'elle sait que le jour où elle va se séparer de son salarié, eh bien ça va être la croix et la bannière, ce sera difficile, elle peut se retrouver devant les prud'hommes, et elle peut perdre au prud'homme un montant financier qui peut affecter la survie même de son entreprise. Donc si vous voulez libérer le potentiel d'embauche des entreprises, il faut qu'elles puissent, en fonction du carnet de commandes, en fonction de la situation financière de l'entreprise, se séparer plus facilement de leurs salariés. Et j'ai vu dans mes déplacements en France des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui m'expliquent à quel point cela leur faciliterait la vie. De ce point de vue-là, c'est une vraie rupture culturelle qu'il faut opérer. La question n'est pas comment est-ce que l'on fait pour que chacun garde à tout prix son emploi. Ça, c'est la question que l'on pose depuis 30 ans. La vraie question, c'est comment est-ce que vous faites pour retrouver le plus vite possible un emploi quand vous l'avez perdu. D'où ma troisième proposition, avoir une indemnisation du chômage et un accompagnement des chômeurs totalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Il faut que la période de chômage soit la plus brève possible. Pour cela, je propose une dégressivité des allocations chômage, la privatisation de Pôle emploi, des associations et des entreprises privées rémunérées en fonction de leurs résultats et de leur reclassement des demandeurs d'emploi, de manière à ce que le marché du travail soit infiniment plus fluide qu'il ne l'est aujourd'hui et qu'on accompagne chaque salarié, qu'on lui fasse son bilan de compétences, qu'on lui donne la formation dont il a besoin, qu'on lui permette de retrouver plus vite un emploi. Là encore, il faut penser les choses autrement. Ne nous arc-boutons pas sur « surtout, il ne faut pas perdre son emploi, c'est un drame, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile ». Bien sûr que c'est difficile. Mais on sait que ça arrivera quoi qu'il arrive, il vaut mieux accompagner les demandeurs d'emploi, leur permettre de retrouver plus facilement un travail. Bruno Le Maire, allez-y. Je veux bien croire que ce soit plus facile en ne négociant pas avec les syndicats, c'est-à-dire en les laissant finalement de côté, en appliquant votre programme. Mais quand on voit les réactions à la loi El Khomri depuis plusieurs semaines, bon courage. Parce que vous pouvez passer à côté des syndicats, mais à côté des salariés qui manifesteront. Je discute avec les syndicats. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, le secrétaire général de la CFDT, on a discuté longuement. J'ai vu M. Mailly, il y a quelques mois, on a discuté longuement. Et sur un sujet comme le CDD à droit progressif, bien sûr, vous pensez pouvoir arriver à les convaincre, même la CFDT d'ailleurs, qui est pourtant un des plus réformistes. J'écoute les syndicats, mais je retiens la méthode Renzi. La méthode de Matteo Renzi a été de dire, on avance. Dans la situation où est le pays aujourd'hui, on ne peut plus attendre pour décider, je n'attendrai pas pour décider. Parce que j'estime que la situation est beaucoup trop grave dans le pays, et quand je vois la question que me pose Maryline, mais enfin j'imagine le truc, j'arrive, je suis élu en mai. J'ai promis aux Français de transformer le Code du travail, de mettre un nouveau CDD à droit progressif.
de rendre les allocations de chômage dégressives, comme je le propose depuis 2011, contre l'avis de ceux qui gouvernaient à l'époque, je le rappelle. Je propose la privatisation de Pôle emploi. Je propose de rémunérer associations et entreprises privées en fonction de leur capacité à retrouver rapidement un emploi pour les jeunes qui cherchent un travail. Je fais toutes ces propositions-là. Les Français y croient. Puis 2 semaines après, je fais une grande conférence sociale avec la CFDT, la CGT, FO. Je dis, écoutez, je ne peux pas prendre des décisions aussi lourdes sans que vous ayez négocié d'abord. Je vous confie la négociation. Bon, ils vont prendre la négociation, ils vont me dire, écoutez, on est au mois de juillet, nous on prend des vacances, donc désolé, mais on ne peut pas commencer à discuter tout de suite, on va se retrouver en septembre, ils vont négocier jusqu'en décembre, et puis en janvier, 2e round de la grande conférence sociale qui aura lieu au Conseil économique et social, sauf que j'aurai d'ici là supprimé le Conseil économique et social, donc on n'aura même plus de lieu pour se rassembler. Ils me diront, désolé, on n'est pas tombé d'accord. Mais on le sait qu'ils ne peuvent pas être d'accord. Je prends ça sur le ton de l'humour, mais très franchement, avec un peu plus de gravité. Quand je vois la situation de notre pays, l'appauvrissement généralisé des Français, la détresse de centaines de milliers de jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, et de leurs parents, qui ont payé les études, qui se sont sacrifiés pour que leurs gosses puissent aller à l'université, puissent avoir un diplôme, puissent faire un IUT, et qu'à la fin, ils se retrouvent sur le carreau. Moi, je me sens pris par un sentiment d'urgence et un devoir de décision. Si vous voulez la grande paix sociale, le grand rassemblement, si vous voulez le chloroforme pour la France, vous choisissez quelqu'un d'autre que moi. Je n'ai pas dit ça, je dis vous choisissez quelqu'un d'autre que moi. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, moi j'ai le droit de vous dire que ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon. Je dis simplement qu'on a besoin de décider rapidement. Au-delà de ces décisions immédiates, est-ce que ça suffira? Évidemment que non. Ça, c'est des décisions d'urgence, à prendre par ordonnance pendant l'été 2017, mais je réponds très clairement à Marilyn. Ces décisions ne sont que les premières décisions d'urgence immédiates pour faire bouger les lignes et recréer tout de suite de l'emploi. Est-ce que vous diriez à Marine, je m'engage en début de mandat à l'inversion de la courbe du chômage? Non. Non, parce que je pense que ce genre de promesses n'engage que ceux qui les prennent, trompent les Français. Le seul engagement que je prends, c'est de tout faire pour que chacun puisse trouver un travail dans notre pays. Prendre les mesures d'urgence d'un côté, et en deuxième lieu, parce que tout ne se fera pas en 3 mois, ne faisons pas croire aux gens que les ordonnances sont le remède à toutes les difficultés de la France. Les ordonnances sont le moyen de redonner un élan, pas les moyens de régler les problèmes de fond du pays. Il faut ensuite régler le problème de fond du pays, qui est notre système éducatif, qui sera le grand enjeu de la décennie de renouveau que je veux ouvrir. Car cela prendra 10 ans de refonder totalement notre système éducatif dans un sens différent de celui qui existe depuis 30 ans. Le vieux système éducatif vous dit 80% d'une classe d'âge au bac. Moi je dis 100% d'une classe d'âge avec le baccalauréat. Le vieux système éducatif vous dit, en grande section de maternelle et au primaire, il faut que les enfants s'ouvrent à plusieurs matières. Moi je dis que, en grande section de maternelle et en primaire, la seule priorité, c'est que nos enfants sachent lire, écrire, comprendre correctement le français, parce que les dizaines de milliers de gamins qui rentrent en 6e sans parler, lire et écrire correctement le français n'ont aucune chance de s'en sortir. Le vieux système éducatif dit qu'il faut séparer le monde de l'éducation du monde de l'emploi. Moi je dis au contraire que dans le nouveau système éducatif, on doit rassembler monde de l'éducation et monde de l'emploi. Le vieux système éducatif vous dit collège unique, ça fait l'égalité. Moi je dis que dans le nouveau système éducatif, il faut un collège diversifié, parce que l'égalité du collège unique, c'est de l'égalitarisme, du nivellement par le bas et l'affaiblissement de la situation des élèves. L'ancien système éducatif vous dit que seule la voie générale est digne de considération et qu'il faut absolument sauver les enfants en les emmenant à l'université. Moi je dis que dans le nouveau système éducatif, il faut revaloriser la voie professionnelle et faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Ce combat culturel-là, il prendra 10 ans. Mais c'est le vrai combat culturel fondamental qui permet de répondre à la question de Marilyn.